Bonsoir, merci de nous rejoindre dans l'actualité. D'abord, les conséquences de la crise sanitaire pour les ressortissants étrangers. Depuis plus d'un an, la pandémie a fragilisé leur situation sur le plan administratif, mais aussi financier. Exemple avec deux jeunes de La Roche-sur-Yon, Aïcha et Marvis, ont trouvé une formation et un apprentissage. Leur avenir est aujourd'hui incertain en raison de la fermeture de leur établissement scolaire et de leur lieu de travail. Un quotidien rendu difficile par l'absence de famille en France. Rencontre signée Alix Lanos et Alexia Janet. Aïcha est arrivée de Côte d'Ivoire en 2018. Elle a 19 ans, elle est en deuxième année de CAP Restauration au lycée Édouard Branly. Pour l'instant, le lycée est fermé, tout comme le restaurant dans lequel elle fait son apprentissage. Alors la jeune femme tourne en rond, seule dans son petit appartement. Et Aïcha est d'autant plus inquiète qu'elle doit absolument obtenir un CDI avant le mois de novembre si elle veut pouvoir renouveler ses papiers pour rester en France. Si les restaurants ils restent toujours fermés, ça va être difficile d'avoir un contrat pour que je sois en règle. Ça me stresse beaucoup et le confinement, je le vis franchement très mal. J'essaie de lire des bouquins, j'essaie d'aller à la médiathèque pour prendre des livres, j'essaie de lire, j'essaie de travailler sur tout ce qu'on a vu à l'école, j'essaie de travailler sur les recettes que j'ai vues aussi en entreprise pour préparer mon examen. Mais ce n'est pas assez. Quand l'entreprise est fermée et l'école est fermée, ça devient calvaire pour nous. On est tous perdus, on ne sait pas où nous en sommes. Et Aïcha n'est pas la seule dans cette situation. Comme elle, Marvis attend la réouverture des restaurants pour pouvoir continuer son apprentissage. Les deux jeunes gens essayent de se voir de temps en temps et de se soutenir. Aucun d'entre eux n'a de famille ici en France. Heureusement pour moi, je suis dans les familles d'accueil. Ça se passe bien aussi. Et on fait des activités ensemble, on cuisine ensemble à la maison. Et j'ai des associations qui m'aident depuis 2016. Amis Souriant, Welcome et Simad. C'est eux qui m'aident. Ouais. C'est de grandes familles en fait pour nous. Des associations qui mesurent à quel point la situation est aujourd'hui compliquée pour les étrangers. L'utilisation des outils numériques imposés par le confinement creuse encore les inégalités. Ça ralentit l'intégration de les jeunes qui sont à l'école. C'est un peu difficulté parce que beaucoup n'ont pas notion, la maîtrise de l'informatique pour travailler en vidéo comme les autres enfants d'ici. Ils ont commencé à base, donc c'est un peu difficile pour nous. L'une des principales difficultés reste donc l'accès à l'éducation. Compliqué pour l'ensemble de la population, la pandémie de Covid-19 et les mesures sanitaires qui en découlent ont de fait des conséquences beaucoup plus lourdes pour une population déjà fragilisée. Conséquence toujours de cette crise sanitaire. Les professions de l'hôtellerie continuent d'être affectées en ce mois d'avril par le troisième confinement. Car même si les hôtels restent ouverts, les restrictions de déplacement empêchent ces établissements de faire le plein pendant les week-ends notamment. Le secteur espère beaucoup de la levée de la restriction des 10 km. Écoutez. Aujourd'hui, c'est vrai que l'activité est essentiellement basée sur l'activité professionnelle. Donc du lundi au jeudi, on ne remplit pas les hôtels, mais on a une certaine activité. Demain, lorsque les frontières seront rouvertes, en tout cas les frontières régionales seront rouvertes, on pourra avoir une activité de week-end en termes de distanciation, de jauge, de gestes barrières. Beaucoup des hôtels lyonnais ont passé des labels avec les différents cabinets de contrôle pour garantir une sécurité. Donc aujourd'hui on est prêt. On attend juste le go du gouvernement et en espérant que le planning qui a été décidé il y a quelques semaines puisse être tenu. Et à noter que le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé aujourd'hui la prolongation des prêts garantis par l'État jusqu'à la fin de l'année. Pour les professionnels empêchés de travailler, le dispositif devait initialement se terminer le 30 juin. L'actualité, c'est aussi L214 qui épingle l'élevage des poules au sol dans un communiqué appuyé d'une vidéo où une exploitation vendéenne serait mise en cause. L'association dénonce ce mode d'élevage qui se généralise depuis l'abandon par la grande distribution des œufs de poules en cage. L214 estime que les conditions d'élevage sont quasiment inconnues du grand public et que les consommateurs seraient induits en erreur par les étiquetages des industriels.
Évoquons désormais la récolte des pommes de terre de Noirmoutier, Sirtema, Lorette ou encore Bonnotte. La saison vient de commencer pour ces variétés de pommes de terre labellisées IGP, indication géographique protégée, depuis juillet dernier. 24 producteurs récoltent ainsi environ 12 000 tonnes par an pour la coopérative de Lille. Et nouveauté cette année, ces pommes de terre sont emballées dans du carton recyclable. Découverte signée Marie-Aimée Copleutre. Après 90 jours passés sous terre, la variété Sirtema est prête. La terre est d'abord soulevée par les tracteurs afin de faire remonter les pommes de terre. Ensuite, les saisonniers passent et ramassent tout à la main. Seules les pommes de terre vertes et abîmées ne sont pas récoltées. Pour pas les abîmer, on les récolte manuellement. Sinon ils seraient abîmés si on les récolterait en machine, quoi. C'est pas une pomme de terre qu'on garde très longtemps, mais si elle a un choc, elle se tiendra encore moins bien. Ça prend plus de temps, il faut beaucoup de personnel. Mais après, c'est un bon moment parce qu'on est tous ensemble dans le champ. C'est un travail assez physique. Tous sont présents dans les champs depuis 7 h du matin, dans le froid et le vent. Malgré tout, la récolte reste un des moments plaisants de l'année. C'est pas le plus fatigant parce que déjà on voit notre produit sortir de terre et donc on est content de ramasser les pommes de terre parce qu'on voit ce qu'on a planté, ce qui sort de terre et c'est beau, quoi. Vendues dans toute la France, elles sont très renommées pour leur goût légèrement iodé. C'est un produit assez phare de Noirmoutier. La pomme de terre primeur. Elle a un goût différent des autres. Elle a un goût à moitié de noisette. Cette année, la coopérative a décidé de retirer progressivement ses emballages plastiques. Elle opte pour un emballage en carton, aussi résistant mais recyclable. Alors ça concerne aujourd'hui 50% de nos ventes. Donc c'est une demande sociétale. Donc on s'est tout à fait adapté à la demande des consommateurs. Et aujourd'hui, l'objectif c'est de développer tous les emballages de la coopérative en matière recyclable et 100% écologique. Selon les producteurs, la récolte devrait être bonne car il n'y a pas eu de gel. Un coup de chance pour la France qui est la championne dans la production de pommes de terre avec 5 à 6 millions de tonnes par an. Au chapitre patrimoine, focus sur cette initiative de l'association Armétis du côté de Pouzauges. Une douzaine de bénévoles est allée à la rencontre de plus de 80 témoins du développement industriel vendéen du XXe siècle. 6 secteurs d'activité ont été choisis: la carrière, la carrosserie, l'agroalimentaire, les chaussures, la confection et le meuble. Des milliers d'ouvriers, principalement issus du monde agricole, ont participé à l'implantation de ces entreprises. Une parole méconnue est collectée et retranscrite dans un film et un livre. Reportage Cyril Guillet. Les membres de l'association Armétis arrivent aujourd'hui au bout d'un long travail. Après avoir collecté les paroles des ouvriers et des ouvrières dans le pays de Pouzauges, ils ont compilé ces récits dans un film et un livre. Quand j'ai commencé chez Gauthier, on travaillait tous les jours. Mais je trouvais que pour en finir, c'était pas plus dur que le métier de paysan. 80 témoignages qui retracent l'histoire et la vie dans ces usines à la campagne. Moi, j'ai commencé à embaucher au fond tous ces agriculteurs qui sortaient de tous ces ouvriers agricoles, car je me souviens encore, dans les années 60, à Pouzauges, vers les mois de novembre, où les ouvriers agricoles allaient se faire embaucher avec le ruban, un petit ruban rouge, je crois. On a tendance à ne pas voir dans ce milieu rural qu'il a été, dans les années 70, il était majoritairement ouvrier. Maintenant, le monde ouvrier a évolué, c'est plus le même. Il était dans les années 70, il était ouvrier et principalement issu du monde paysan. Après 2 premières phases de collecte lancées par Claude Bureau et Yves Dobsan dans les années 80 et 90, l'association a poursuivi ses rencontres auprès de ses anciens ouvriers tout au long de ces 5 dernières années. On reçoit tous ces témoignages et puis on découvre une richesse et puis une activité au niveau sein des usines qu'on ignorait complètement. Par exemple, moi j'ai collecté pour l'entreprise Chauvet qui travaillait sur Montournay, où ils produisaient par jour 200 costumes d'hommes. On faisait du sable. La place de la femme, les conditions de travail, l'immigration ou bien encore le rôle des syndicats dans ces entreprises sont autant de thèmes abordés par ces ouvriers. Chez Fleury-Michon, dès 1946, je pense, le patron, M. Chartier, a mis en place la mutuelle d'entreprise, ce qui est une chose énorme déjà. Il a mis par la suite en place les retraites complémentaires.
Et à l'époque, les syndicats se sont opposés. Et on mesure aujourd'hui l'importance de ces mesures. Les carrières n'ont malheureusement pas eu l'évolution en termes de salaire, etc., et d'avantages sociaux. On entendait souvent dire autrefois « Ah bah oui, mais on n'est pas à Fleury-Michon, nous on n'a pas ça ». Coédité par l'association Armétis et Geste Édition, ce livre, Parole ouvrière, verra le jour au mois de novembre prochain. En attendant, une souscription est lancée. J'en ai commandé autant que j'ai d'enfants et de petits-enfants, parce que c'est des époques qu'ils ne connaîtront jamais et que ça va leur laisser effectivement cette mémoire-là. On disait toujours, ah bah oui, le bon vieux temps, il n'était pas si bon que ça. Il était vieux, mais pas si bon. Un mot d'environnement avec l'exposition Nature, Sens et Inspiration à la Vendétech de la Châtaigneraie. Elle est visible depuis hier et jusqu'au 28 août prochain. Au programme des clichés photographiques, des ateliers sur l'essence, des concerts, des conférences ou encore des ouvrages sur la nature. Une exposition pour faire découvrir la richesse biologique du département. Les Vendéens actuellement s'intéressent à leur paysage, on s'en rend compte parce qu'ils font des balades dans la nature et ça leur permet de retrouver toutes ces formes de paysages à travers notre Vendée. Donc la diversité de nos paysages, à la fois la côte, la forêt, le marais, les différents marais secs, marais mouillés, et puis le bocage et la plaine. Donc on peut y retrouver différentes photos et différents espaces qui nous permettent de découvrir ces paysages-là. Et avant de refermer ce journal, en raison de la crise sanitaire, l'édition 2021 du Festival de Printemps des Arts Florissants se déroulera sur Internet et sur TV Vendée. 3 concerts seront retransmis en direct depuis l'église de Chantonnay et la cathédrale de Luçon. Ce sera à vivre sur notre antenne demain soir à 20h, samedi également à 20h, ainsi que dimanche à 17h30 au programme Vivaldi. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée sur TV Vendée.